Bienvenue à ce webinaire intitulé « Garder le cap et devancer la concurrence », webinaire au cours duquel je vous propose 5 points de repère stratégiques pour mieux piloter dans le brouillard. C'était l'intitulé. Alors, ces dernières semaines, j'ai pu échanger avec pas mal de chefs d'entreprise qui se retrouvent un peu démunis face à l'incertitude de ce qui va constituer peut-être notre monde de demain. Et en tant que chef d'entreprise, vous êtes responsable du navire que vous pilotez et de la direction que vous lui donnez. Alors, responsable dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que personne d'autre que vous ne peut assumer cette fonction. Et il n'est pas facile de piloter si on ne voit pas où aller, si on n'a pas une bonne visibilité. En gros, il n'est pas facile de piloter dans le brouillard. Alors, en même temps, on conçoit qu'on ne peut encore moins laisser le navire dériver seul. Donc, vous devez à la fois préciser et valider votre destination, élaborer votre plan de route et vous assurer que vous êtes sur le bon itinéraire et vous avez besoin de le faire maintenant. Alors, c'est pour ça, c'est pour que vous puissiez le faire efficacement que je vous propose aujourd'hui ces 5 points de repère stratégiques que sont les finances, les clients, les équipes, les systèmes et le leadership. Alors, bonjour à vous. Voilà, je me mets en vidéo. Je suis Jimmy Beto. Je guide les dirigeants dans le dédale de la construction d'une entreprise pour qu'ils puissent aller plus haut, plus loin, efficacement, en construisant une entreprise qui fonctionne. Tout simplement, en construisant une entreprise qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'entends par une entreprise qui fonctionne? Eh bien, c'est une entreprise dans laquelle vous n'êtes pas obligé de courir partout, d'être sur tous les fronts et de répondre aux sollicitations intempestives. Donc, en quelque sorte, c'est une entreprise qui vous laisse la possibilité de vivre pleinement vos rêves et vos projets professionnels, mais aussi vos projets de vie personnelle. Alors, je le fais en tant que coach d'affaires au sein du réseau Action Coach, maintenant depuis quelques années, puisque j'ai commencé en 2010. Alors, sur notre webinaire d'aujourd'hui, je vais mettre l'écran en partage. Pour vous lancer la présentation. Le webinaire d'aujourd'hui, 5 points de repère pour garder le cap, devancer la concurrence. Pourquoi ce webinaire? Il m'a semblé, moi, important. En période de crise, comme ça, qui est une zone de transition entre deux états stables, le avant et puis le après, il m'a semblé important de pouvoir se préparer. Je discutais l'autre jour avec un chef d'entreprise qui me disait comme ça, moi je vais surtout ne rien faire, je vais attendre de voir ce qui se passe pour pouvoir savoir par la suite quoi faire. Alors à mon sens, c'est une erreur fondamentale. Je pense que il est au contraire urgent d'agir. Alors quand je dis agir, ça ne veut pas dire agir avec impulsivité et faire feu de tout bois. Agir, ça peut être aussi aller chercher de l'information, ça peut être planifié, ça peut être écrire un certain nombre de scénarios. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment de commencer à se préparer pour pouvoir garder le cap. Et je considère qu'il y a 5 points de repère que je vais vous présenter sur ce webinaire qui pourront vous permettre de préparer le après plus efficacement. Alors, ces points de repère sont les finances, les clients, les équipes et les systèmes, effectivement, ainsi que le leadership. Alors, agir, préparer, c'est agir et penser, aller chercher de l'information, comme je le disais, et construire différents scénarios, élaborer différentes hypothèses et les mettre à l'épreuve pour pouvoir après présenter à l'équipe un projet. Et vous serez d'autant plus convaincant si vous-même êtes convaincu à l'égard du projet que vous présentez et si vous avez pu confronter les hypothèses à la lumière d'un certain nombre d'éléments qu'on va voir. Et pour construire ces scénarios, donc ces scénarii, le point de départ, c'est d'ouvrir notre capacité à voir les opportunités. Alors, on sait classiquement qu'on a tendance à repérer prioritairement ce qui conforte nos croyances initiales. Certains connaissent le système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire est cette faculté qu'a le cerveau
à ne voir que les informations qui sont déjà un petit peu dans le domaine des préoccupations courantes. Le jour où vous décidez de changer de voiture et que vous avez identifié le modèle que vous voulez acheter, et bien à partir de ce moment-là, vous repérez ce modèle dans la rue, partout où vous allez, de manière beaucoup plus importante qu'auparavant, et vous n'aviez peut-être pas remarqué qu'il y en avait autant. Mais à partir du moment où vous avez pris cette décision et que vous avez porté votre attention sur un modèle en particulier, vous allez le voir plus facilement et plus fréquemment. Eh bien, c'est pareil dans votre vie professionnelle. Plus vous allez être précis sur la vision que vous avez de l'avenir, plus vous allez repérer des éléments qui vont venir conforter cette vision. Alors, si vous avez une vision négative de l'avenir, vous pouvez avoir tendance à repérer tous les éléments négatifs qui vont venir conforter cette vision négative. Donc, j'aurais tendance à vous encourager à construire une vision positive de l'avenir, et en construisant cette vision positive de l'avenir, vous allez pouvoir repérer bien, ce qui va devenir des opportunités. Donc, restons positifs plutôt que défaitistes. Et un point important aussi, là encore, que j'observe quand je discute avec certains chefs d'entreprise, un point important, c'est de prendre de la distance avec ce qui peut se faire éventuellement dans son cercle de connaissances, peut-être, mais surtout dans son secteur d'activité. Il est parfois nécessaire de prendre de la distance à l'égard de ses confrères ou de ses concurrents. Et ce n'est pas parce que la problématique qu'on observe là, c'est une problématique qui est observée par nos confrères ou les autres acteurs de notre secteur d'activité. Ce n'est pas parce qu'ils ont la même problématique que cette problématique est insoluble. Et je dirais à l'inverse, c'est parce que c'est peut-être une problématique que tout le monde a, que vous avez toutes les billes en main pour pouvoir tirer votre épingle du jeu en trouvant vos solutions qui vont vous permettre eh bien, de sortir du lot et puis de construire votre solution, votre scénario pour l'avenir et de mobiliser les équipes autour de ça. Alors, ce n'est pas forcément évident de le faire quand les circonstances sont difficiles, quand on est en période de crise, par exemple. Ce n'est pas évident de s'extraire comme ça de l'opinion commune, de ce qui peut être dit ici et là. Et c'est vrai qu'on entend, moi j'ai du mal à recruter, et de toute façon, dans mon secteur d'activité, quand j'en discute avec tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, donc ça veut dire que plus personne ne veut travailler. C'est difficile de s'extraire de cette observation, mais c'est important. Et je pense que vous avez déjà été en mesure de le faire, ne serait-ce que, par exemple, lorsque vous avez créé votre activité, si c'est le cas pour vous. Statistiquement, vous savez que 80% des entreprises qui sont créées font faillite dans les 5 premières années suite à leur création. Alors 80%, 4 entreprises sur 5 qui font faillite après avoir été créées. Quand on est entrepreneur en herbe et qu'on se pose la question est-ce que je vais créer mon entreprise ou pas, si on est parfaitement rationnel, on regarde les statistiques, on se dit j'ai 4 chances sur 5 d'échouer, donc je ne vais pas créer mon entreprise. C'est comme maintenant, j'ai 4 chances sur 5 peut-être, quand j'écoute mes confrères, de ne pas pouvoir trouver la personne qui va m'aider, que je vais pouvoir embaucher. J'ai 4 chances sur 5 de ne pas pouvoir développer ma clientèle. En fait, j'ai 4 chances sur 5 de ne pas m'en sortir. Donc, les conditions sont à peu près les mêmes maintenant que ce qu'elles étaient quand vous vous êtes lancé. Sauf que quand vous vous êtes lancé, vous aviez une croyance, vous aviez une passion, vous aviez des éléments qui vous disaient « Non, mais moi, je vais faire partie des 20%. Moi, je vais réussir. » Et même s'il y avait des gens autour de vous qui pouvaient douter, certains qui étaient avec vous, qui vous ont soutenu, mais il y en a d'autres qui ont douté, il y en a d'autres qui vous ont même peut-être critiqué, mais pourtant, vous avez été en mesure de vous opposer à ce courant de pensée qui vous était opposé, et vous avez cru en votre projet et vous vous êtes lancé. Eh bien, c'est aussi ce qu'il faut faire maintenant, c'est-à-dire retrouver cet état d'esprit, si jamais c'est tenté que vous l'ayez perdu quelques instants, mais il faut le retrouver et se mettre vraiment dans cette posture de se dire il y a une problématique. Certes, la problématique est observée par beaucoup, mais moi, je vais être en mesure de trouver une solution. Et cette notion de sortir du lot est importante. Et il me semble qu'il faut cultiver cette obsession de l'unicité, cette différenciation, c'est aussi un positionnement marketing quelque part, mais c'est un positionnement marketing stratégique. Et il faut partir du principe qu'il y a au moins une solution à la problématique qu'on essaye de résoudre. Et cette problématique que vous essayez de résoudre, il va falloir sans doute la conduire en intégrant un certain nombre d'aspects. Ce n'est pas juste un élément qu'il faut changer et puis la situation a complètement changé. Non, ça va être multifactoriel. Donc, c'est pour ça que je vous invite à utiliser ces 5 points de repère qu'on va voir aujourd'hui. Alors, premier point, les finances.
Alors, vous pouvez être impacté de différentes façons par la situation actuelle. Celle qui peut venir à l'esprit, c'est vous faites partie des activités qui sont fermées. Voilà, vous avez un commerce, vous avez un centre de soins, un massage, vous n'avez pas la possibilité d'exercer votre activité, vous êtes fermé. Donc forcément, il va y avoir des répercussions financières parce que vous êtes malgré tout astreint à payer des charges, des loyers, un certain nombre de choses qui font que vos finances ont plutôt tendance à sortir qu'à rentrer. Mais il peut y avoir aussi des situations où vous êtes toujours en activité. Sur ce confinement numéro 2, on a beaucoup plus d'entreprises qui ont maintenu leur activité, et ça se voit aussi sur la circulation sur les routes. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent au moins en volume de travail opérationnel, quasiment comme avant. Et puis après, il y a un troisième cas aussi où il y a des entreprises qui sont un peu en surchauffe. Transport, livraison, tout ce qui va être aussi sur de l'alimentaire ou sur la grande distribution. Donc après, il y a aussi des discussions à ce sujet sur l'équité des mesures actuelles, mais ça, c'est un autre sujet. Ceci dit, il y a des entreprises qui peuvent être en surchauffe. Si jamais vous êtes en surchauffe, vous pouvez aussi avoir des problématiques financières de gestion, par exemple, de trésorerie avec des besoins en fonds de roulement qui peuvent augmenter en période de forte croissance. Donc, il peut y avoir différentes situations, quelle que soit la vôtre. Il faut que vous puissiez avoir une vision claire de votre situation financière actuelle, mais aussi de ce que peut donner ou ce que peut devenir votre situation financière future. Donc, il faut vraiment travailler sur son prévisionnel de trésorerie. Alors ça, on l'entend partout depuis le mois de mars. Moi-même, j'ai été amené à le répéter plusieurs fois. Ceci dit, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas un prévisionnel de trésorerie clair, précis, à jour, alors que c'est un outil de base, je dirais, un outil décisionnel de base qui va vous permettre d'étayer vos décisions futures, d'étayer vos scénarios possibles et les hypothèses que vous allez conduire sur votre façon de passer le cap et de devancer la concurrence. Donc, travailler sur les prévisionnels de trésorerie avec derrière cet objectif de renforcer et de protéger cette trésorerie. Il y a différents moyens d'y arriver, aussi bien sur la gestion des stocks, réduisez les stocks, donc tout ce qui va limiter votre besoin en fonds de roulement, renégocier avec les fournisseurs, aller chercher des créances auprès de vos clients, parce que vos clients peuvent aussi être en position de sauvegarder leur trésorerie à eux. Donc, voilà, il y a des discussions et des façons de travailler à trouver avec les parties prenantes. Et puis après, vous avez aussi des facilités qui sont proposées par l'État, le prêt garanti par l'État, et puis après un certain nombre d'aides. Donc, mettez en place tout ce que vous pouvez mettre en place, bien sûr, pour sauvegarder votre trésorerie. Le prêt garanti par l'État, c'est un peu une arme à double tranchant. Ça peut vous soulager dans un premier temps parce que ça va vous donner la capacité de régler vos factures à court terme. Par contre, il faut aussi que vous puissiez vous assurer de conserver une rentabilité suffisante et une capacité d'autofinancement quelque part qui va vous permettre plus tard de rembourser votre prêt parce que ce n'est pas une subvention, ça reste un prêt, donc il faudra le rendre. Et il y a quelques entreprises qui déjà étaient en difficulté avant la crise, en difficulté de paiement, en difficulté de trésorerie. Le prêt garanti par l'État peut maquiller un peu la situation en faisant croire que finalement les choses peuvent aller bien, mais si derrière ce prêt n'est pas utilisé pour investir sur de la rentabilité, sur des leviers de génération de trésorerie et de flux financiers futurs, il y a de fortes chances que l'entreprise finisse malgré tout par se retrouver en difficulté. Donc, il faut sur ce point surveiller votre taux d'endettement et en particulier le taux d'endettement par rapport à vos liquidités. Donc, les liquidités, c'est ce qui fait partie de vos actifs disponibles à court terme, donc ce que vous avez sur le compte en banque en quelque sorte. Donc, si le taux d'endettement est trop important par rapport à ce que vous avez en trésorerie disponible en banque, par exemple, eh bien, vous mettez votre entreprise en danger, en risque, parce que derrière, il se peut que votre trésorerie ne vous servent qu'à rembourser vos dettes, mais ne vous servent pas à faire fonctionner l'opérationnel. Et vous savez que si l'opérationnel est bloqué, eh bien vous n'êtes plus en mesure de vendre et donc d'assurer un flux de trésorerie rentrant. Donc, pour bien se préparer par rapport à ça, eh bien, il faut aussi travailler sur des comptes de résultats et des bilans prévisionnels. Donc, appuyez-vous sur votre expert comptable, sur des gens comme ça qui peuvent vous aider et proposer des services de simulation, de prévisionnel, pour que vous ayez un outil qui vous permet eh bien de
de faire des simulations. Je pense que ça, c'est vraiment le point important. C'est la base de ce qui va vous permettre de prendre un certain nombre de décisions. Qu'est-ce qui va se passer si vous baissez les ventes de 30%, de 40%, de 10%? Qu'est-ce qui va se passer si vous investissez sur tel secteur pour au contraire diversifier votre clientèle? Qu'est-ce qui va se passer si vous gardez votre équipe, votre personnel et qu'au contraire, vous essayez, comme on va le voir, de conserver vos compétences dans l'entreprise? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma rentabilité et surtout au niveau de ma trésorerie? Donc, il faut que vous puissiez travailler sur ces prévisionnels, mais à partir d'outils qui vont vous permettre de faire des simulations en live avec des données qui sont à jour. Et vous ne pouvez pas vous baser sur le bilan 2019. Bien évidemment, ça semble une évidence maintenant, mais vous ne pouvez pas vous baser sur des bilans et des situations passées pour pouvoir prendre des décisions qui vont impacter l'avenir. Donc, il faut que vous puissiez travailler sur des simulations pour élaborer plusieurs scénarios. Et il faut voir aussi loin l'évolution de votre clientèle. Vous avez une clientèle qui peut-être, vous pouvez être en activité aujourd'hui, donc vous pouvez développer votre clientèle, sauf que vos clients sont peut-être des personnes ou des entreprises qui sont elles-mêmes en difficulté ou qui risquent de l'être. Donc, il faut aussi regarder les tendances économiques, secteur par secteur, pour pouvoir faire une analyse de vos clients et intégrer ces informations-là pour pouvoir avoir une estimation de vos potentiels en termes de volume de vente, par exemple, sur les prochains mois. Alors, l'idée, ce n'est pas de deviner ce qui va se passer, et c'est bien la différence, en fait, et c'est l'intérêt de préparer ce qui va se passer, de se préparer pour faire face à ce qui va se passer, c'est que vous n'êtes pas en mesure de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment des hypothèses. Et s'il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? S'il se passe autre chose, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, l'idée, c'est d'étayer un certain nombre un certain nombre d'hypothèses. Donc, on n'est pas en train d'essayer de voir dans une boule de cristal quelle va être la vérité. On va essayer de voir comment on peut s'adapter si la situation est ça, ça, ça ou ça. Donc, par rapport à cette clientèle que je viens déjà d'aborder, on va toucher au point numéro 2 qui concerne vos clients. Vos clients sont quelque part ou en quelque sorte un actif aussi de valeur pour votre entreprise. Si vous avez créé votre entreprise, vous savez que les premières années, vous a fallu du temps pour créer votre clientèle. Donc, vous savez que créer une clientèle, c'est à la fois un investissement sur le temps et un investissement en argent. Donc, point 2, les clients, renforcer le relationnel client pour maintenir ce capital que vous avez acquis en investissant du temps et de l'argent, comme je le disais. Si vous avez repris une entreprise, c'est pareil, vous avez acheté quelque part un portefeuille client et vous voyez bien, là c'est beaucoup plus parlant, mais c'est à peu près le même principe, vous voyez bien que la clientèle a une valeur en soi. Donc, renforcer le relationnel avec les clients. Il est possible, suivant le nombre de clients que vous avez, que vous ne puissiez pas être en mesure de vous entretenir personnellement avec l'ensemble de vos clients. Si vous avez une vingtaine ou une trentaine ou une cinquantaine de clients, c'est jouable. Si vous en avez 500 ou 1000, ça commence à être plus compliqué, à la fortiori 10 000 ou 100 000. Donc, un des grands principes, c'est basé sur la loi de Pareto. 20% de vos clients génèrent 80% de votre activité ou de vos revenus. Donc, si vous ne pouvez pas avoir une relation privilégiée avec l'intégralité de votre clientèle, eh bien, concentrez-vous sur les 20% qui vous apportent les 80% d'activité. Mais faites en sorte, dans tous les cas, de renforcer le relationnel avec le maximum de vos clients pour garder cette clientèle active. Il faut que vous puissiez aussi vous adapter à vos clients. Alors, on demande déjà beaucoup à vos clients en termes d'adaptation par les mesures sanitaires qui sont prises, les contraintes qui sont imposées. Donc, vos clients, voilà, de manière quasi naturelle ou tout au moins imposée, extérieure, sont obligés de s'adapter. Donc, si vous en remettez une couche et que vous leur demandez de s'adapter à vous, ça va être encore plus compliqué et ça ne va pas dans le sens de la conservation de votre clientèle. Donc, au contraire, adaptez-vous à vos clients. Alors, adaptez le message dans la communication, faites preuve d'empathie. Alors, faire preuve d'empathie, c'est comprendre ce que ressentent vos clients. Ce n'est pas expliquer à votre client dans quelle mesure vous êtes, vous, en difficulté et que vous êtes victime de la situation. Il y a deux niveaux de message quand on travaille sur la communication de l'émotionnel. Moi, j'encourage plutôt à se mettre à la place de son client pour être là en apporteur de solutions ou en désir d'apporter une solution pour son client. Mais dans tous les cas, il faut adapter le message et faire preuve d'empathie. Il faut aussi adapter le média qui nous permet de porter le message. Bien sûr, dans pas mal de situations, on ne peut plus avoir nos clients en face de nous. Bien, il faut s'adapter, développer en particulier le numérique. Et
Et renforcer ou conserver cette clientèle suppose de travailler le marketing et en fait de maintenir son niveau d'activité marketing, voire même d'augmenter son niveau d'activité marketing. En période de crise, je dirais qu'une comparaison simple, c'est de considérer que vous êtes en train de conquérir une nouvelle clientèle. Même si c'est votre clientèle déjà actuelle que vous essayez de conserver, placez-vous dans une perspective de vous êtes en train d'essayer de la reconquérir. Parce que derrière, elle va être en doute. Voilà, faire du business avec vous, ce n'est pas aussi simple qu'avant, donc elle est fragile. Donc, si vous vous mettez dans une perspective de reconquête, vous allez envisager les choses différemment par rapport à ce que vous feriez si vous considériez que votre clientèle, de toute façon, est acquise. Donc, pour reconquérir une clientèle, ça veut dire aussi maîtriser sa tarification, ne pas avoir des prix qui s'envolent, par exemple, mais c'est aussi s'adapter à la façon de consommer de vos clients. Et donc, tout ça, ça demande du marketing et ça demande à maintenir un niveau de marketing élevé. Ce qui peut parfois être en contradiction apparente avec le besoin de protéger votre trésorerie, mais protéger votre trésorerie à court terme ne veut pas dire que vous devez vous mettre en difficulté pour le moyen ou le long terme. Et un point de repère, c'est que globalement, le marketing que vous faites aujourd'hui portera ses fruits dans 3 à 6 mois. Donc, si vous arrêtez de faire du marketing aujourd'hui pour réduire les coûts, eh bien, vous aurez des difficultés à retrouver votre clientèle ou à retrouver le niveau que vous aviez avant ou à développer une nouvelle clientèle dans 3 et 6 mois. Donc, il y a certaines mesures de publicité, des ventes flash ou un certain nombre d'offres comme ça promotionnelles qui peuvent avoir un effet à court terme, mais ce n'est pas ce qui construit le relationnel. Quand on parle de marketing et de marketing relationnel, on est sur une construction à plus long terme et l'investissement, l'activité que vous allez maintenir aujourd'hui, le volume d'activité que vous allez maintenir aujourd'hui va avoir un impact fort sur le niveau d'activité que vous aurez dans 3 mois ou dans 6 mois, au même titre que votre capacité à vous préparer maintenant pour être prêt à retrouver l'activité d'avant, à doubler l'activité d'avant ou à multiplier l'activité d'avant par 5 ou 10. Eh bien, votre niveau de préparation ici aura un lien direct avec votre niveau de performance dans les prochains mois. Point numéro 3, les équipes. Alors, la partie la plus importante dans les équipes, c'est de gérer les compétences et les motivations. Et c'est un peu lié, parce que si vous avez une équipe qui perd totalement ses motivations, elle risque de partir, elle risque de quitter l'entreprise, vous risquez donc de perdre des compétences. Donc, en gros, il faut juguler l'ensemble et faire en sorte de trouver un équilibre entre le moyen, le court, le moyen et le long terme, notamment en termes financiers. Au niveau de l'équipe, il faut gérer les craintes, il faut apporter de la clarté. Il y a différentes craintes, alors que ce soit la crainte par rapport à la santé de l'entreprise plus tard, ou alors que ce soit une crainte par rapport à la situation elle-même, sanitaire, ou une crainte par rapport à la nécessité de repartir en télétravail. Le télétravail, premier round, ça a été déjà une expérience. Pour certains, ça ne s'est pas très, très bien passé. Et là, revenir en télétravail sur ce deuxième round, on sent que ce n'est pas aussi simple que ce qui pouvait sembler au départ. On avait prédit que ça y est, le monde allait basculer du côté du télétravail. Bon, il y a quand même pas mal de collaborateurs qui y sont encore franchement opposés. Donc ça, c'est aussi à gérer en termes d'équipe. Comment vous allez gérer une équipe et intégrer les craintes, les besoins, les desiderata et les problématiques de chacun. Et il faut ajuster aussi l'équilibre dans effectif, activité dans certains cas. Si vous avez un marché qui se contracte par crise économique, vos clients achètent moins, vous avez moins d'activité. Les gens sont dans l'expectative, attendent un peu avant de passer commande. Vous aviez des devis qui devaient tomber là fin octobre, début novembre, et puis finalement, ils n'arrivent pas. Donc, vous avez une baisse d'activité. Donc là encore, il faut gérer l'équilibre entre les effectifs disponibles et puis le niveau d'activité. Mais si vous devez prendre des décisions, il faut aussi prendre des décisions à la lumière du long terme. Donc, c'est pour ça que ce point 3 sur l'équipe est un point de référence pour pouvoir commencer à construire votre projet long terme. Et l'objectif pour vous, ça va être de préserver les compétences internes autant que faire se peut, parce que vous aurez besoin de ces compétences-là quand l'activité va repartir à fond. Et il faut que vous puissiez avoir une équipe en état de fonctionnement. En particulier, si vous pensez que licencier, c'est un moyen d'économiser en réduisant les coûts, ça peut s'imposer dans certains cas, mais licencier, ça peut coûter aussi cher, le coût du licenciement en lui-même, bien sûr, mais il y a aussi un coût d'opportunité en cas de reprise, comme je l'ai dit, si vous avez baissé votre équipe,
réduit votre équipe et baissez le niveau de disponibilité derrière pour retrouver l'activité d'avant quand ça va repartir, eh bien, vous aurez peut-être un cran de retard et il y a peut-être des clients qui iront du coup chez vos concurrents. Donc, il faut que vous puissiez être en état de fonctionnement au moment de la reprise. Un licenciement peut coûter cher aussi sur les répercussions qu'il va avoir sur le reste de l'équipe. Donc, si jamais vous devez licencier, faites en sorte de licencier en une seule fois, un bloc, et pas un licenciement tous les 10 jours, parce que ça, c'est particulièrement délétère pour le reste de l'équipe, bien évidemment. Voilà, et utiliser les aides et les dispositifs à disposition des entreprises, activités partielles, etc. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là pour aider les entreprises, réduction de charges ou report de charges. Donc, ça, ce n'est pas tellement une aide à court terme, enfin, ou à court terme, si, mais ça se gère après au niveau de la trésorerie, parce qu'il faudra de toute façon les payer à un moment ou à un autre. Enfin, ceci dit, il n'y a pas que des reports, il y a aussi des aides strictes et directes. Donc, il faut en profiter pour pouvoir maintenir ses compétences et son équipe. Réorganiser aussi au sein de l'entreprise. Si vous avez moins d'activités opérationnelles, il y a peut-être des choses à faire, du classement, du rangement, la mise à jour des procédures, redéployer une partie de l'équipe plutôt sur une activité commerciale ou administration des ventes ou soutien à l'équipe de vente. Enfin, il y a peut-être des choses à faire aussi dans l'entreprise pour que vous puissiez répartir la masse de travail et faire en sorte que tout le monde puisse contribuer à l'effort collectif sans avoir à réduire les équipes. Et ensuite, vous arriverez au point numéro 4 sur les systèmes. Le principe, c'est que le dirigeant s'occupe des équipes qui eux-mêmes s'occupent des clients en faisant fonctionner les systèmes. Ce ne sont pas les systèmes qui font fonctionner les hommes et les femmes, ce sont les équipes qui font fonctionner les systèmes et l'ensemble de l'entreprise s'occupe des clients. Donc, c'est un cercle vertueux que je vous invite à cultiver. Mais sur les systèmes, il y a quatre aspects principaux, dont un concerne la partie outils de production, autant que vous en ayez besoin, ça dépend de votre activité, mais même une production de service, il y a malgré tout besoin d'un minimum de matériel. Mais révisez vos investissements, en particulier ceux qui étaient prévus en 2019, par exemple pour 2020, 2021 ou 2022. Les conditions risquent d'avoir changé par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre marché cible, et donc reportez vos investissements. En particulier, vous allez chercher là à réduire votre taux d'endettement par rapport à vos liquidités, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le point financier. Si jamais vous investissez dans une chaîne de production, eh bien vous allez très certainement emprunter pour sauvegarder et préserver votre trésorerie. Donc, vous allez augmenter votre niveau d'endettement. Donc, au fur et à mesure, vous allez augmenter votre niveau d'endettement, mais vous n'allez pas augmenter vos liquidités pour autant, puisque vous allez utiliser les financements pour acheter le matériel. Donc, voilà. Tout ce qui est prévision de financement, d'investissement, reporter au maximum tout ce qui peut l'être. Alors, il y a des choses qu'il ne faudra pas reporter, par contre, en termes d'investissement. Mais s'il s'agit d'augmenter votre capacité à produire comme avant, il y a peut-être des choses qu'il faudra revoir et peut-être qu'il faudra augmenter la capacité à produire différemment à l'avenir. Donc, c'est d'autres types d'investissements que vous devrez envisager. Donc, réorganiser l'opérationnel et les compétences, donc c'est en lien aussi avec l'équipe, avec des formations sur les compétences manquantes si jamais vous abordez une diversification dans vos services ou dans vos produits, mais aussi des formations sur les procédures nouvelles parce que maintenant, avec les consignes sanitaires, par exemple, en l'occurrence, eh bien, il faut aborder les choses de manière différente en termes de livraison de clients, en termes d'accueil, en termes de services. Donc, il y a aussi des formations à mettre en interne. Donc, ça fait partie de vos systèmes de travail, toute la partie gestion des compétences. Adapter le système d'information et les tableaux de bord, aussi bien en termes de performance, marketing et commercial. Il faut que vous puissiez avoir une information à jour pour pouvoir vous adapter et réagir rapidement. Et pareil, au niveau financier, il faut que vous puissiez avoir une information à jour, comme on l'a vu sur le point numéro 1. Faites évoluer tout ce qui va être système lié aux opérations de production et à la livraison, puisque derrière, si vous n'êtes plus, par exemple, en capacité de livrer ou tout moins d'accueillir une clientèle qui viendrait se servir chez vous, il faut que vous puissiez envisager la livraison, click and collect ou un certain nombre d'autres façons de faire du business. Il se peut que dans les prochains mois ou les prochaines années, la clientèle pourra revenir comme avant, mais il se peut malgré tout qu'il y ait des changements qui vont être opérés. Et face à des mastodontes de la vente par correspondance,
eh bien, les orientations sont fortes au niveau national, au niveau européen, pour que les entreprises aussi françaises et européennes puissent investir, se moderniser et être en capacité de pouvoir proposer une solution, une réponse alternative à ce que peuvent faire des mastodontes de la vente par correspondance qui peuvent par ailleurs écraser les prix et réduire les marges de nos entreprises. Donc, moderniser et intégrer les nouvelles technologies, en particulier les technologies numériques. Il y a un certain nombre d'aides qui sont proposées par le gouvernement, justement. Je sais récemment, notamment sur des libraires, pour que des libraires puissent mettre en place des plateformes de vente de livres à distance. Donc, voilà. Donc, typiquement, faire face à un mastodonte en particulier de la vente par correspondance. Au niveau du point 5, le leadership. Quand la visibilité s'estompe et que tout devient flou dans des situations de crise, les gens vont chercher des points de repère, puisqu'ils vont avoir peur, ils vont chercher à se raccrocher à quelque chose. Et c'est là qu'un fort leadership va être le moyen de rallier les troupes quelque part et de faire en sorte que son équipe regarde dans la même direction et agisse de manière convergente et cohérente. Donc un fort leadership, c'est le seul moyen de faire avancer l'équipe dans une même direction. En période de crise, on est dans une situation instable où on va aborder, ou tout au moins on va se préparer à aborder une autre situation qu'on va espérer stable. Donc il y a cette notion de changement, de nécessité de changement. On aime bien appliquer la formule du changement qui consiste à dire que l'insatisfaction de la situation doit être suffisamment importante, la vision de la solution doit être aussi suffisamment importante et le plan d'action ou les premiers pas doivent être aussi suffisamment importants pour pouvoir changer. Et l'ensemble de ces trois éléments qui se trouvent à gauche de l'inéquation doivent être plus importants, supérieurs à la résistance au changement. Donc, travailler sur ces éléments-là en sachant que le leadership est là spécifiquement sur ce thème de la vision de ce qu'il faut faire, du plan d'action pour pouvoir inspirer, rallier, motiver les équipes. Les 4 piliers du leadership, je rappelle, c'est le premier, c'est l'esprit avec la création, faire vivre la vision de ce que va être le projet, de ce que va être une nouvelle organisation. Donc, il y a vraiment le côté visionnaire de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, du dirigeant que vous êtes. Il y a le mental, en se concentrant sur le positif, pour faire fi de tous les éléments qui vont venir s'opposer à vous et s'opposer à l'équipe. Il faut que vous puissiez avoir un mental suffisamment fort pour porter ça avec l'équipe et qu'au final, l'équipe après puisse prendre le relais. Il y a le cœur, il faut retrouver, il faut cultiver, il faut développer cette passion que vous avez sur votre métier, sur le service que vous allez apporter à vos clients. Donc le cœur, c'est vraiment ça, passion et concentration, et faire en sorte que l'équipe soit à la fois passionnée et concentrée aussi sur un objectif commun, sur un sens commun. Et après, il y a le corps, c'est la structure et l'organisation elle-même de l'entreprise, en particulier en lien avec le point 4 qu'on a vu à l'instant. En sachant que bien, le leadership se construit sur des valeurs positives, sur l'intégrité, sur le sens de l'engagement. Voilà, donc allez chercher ces éléments-là qui vont renforcer votre leadership et appuyez-vous aussi sur des leaders dans vos équipes, puisque le leadership n'est pas l'apanage du chef d'entreprise. Il est bon aussi d'avoir des relais. Il faut que chacun, à son niveau, puisse être le leader de quelqu'un d'autre, du reste de l'équipe ou des clients. Mais vraiment, c'est une culture à développer dans l'entreprise. Et ce, en se basant sur une communication accrue, une communication plus importante, toujours plus de communication, aussi bien interne qu'externe. Donc voilà les 5 points de repère que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et pour conclure, on arrive au temps des questions et éventuellement des réponses que je peux éventuellement vous apporter, le cas échéant, en sachant que je voulais conclure sur cette citation connue, mais que j'aime toujours autant, de Jim Rohn, qui est que ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, mais c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Donc voilà, vous, quelle est l'orientation que vous allez donner à la vôtre? Donc je vous invite à construire vraiment cet avenir en vous basant sur ces 4 points de repère pour étayer vos différents scénarios et sélectionner celui que vous allez porter avec l'équipe et qui va vous permettre de garder le cap et de devancer la concurrence, et puis après de piloter ça sur les 90 prochains jours. 90 prochains jours, on devrait être en posture d'aborder 2021 comme ça, en bonne position. Suite à ce webinaire, je vous invite
à reprendre le chat et faire une liste de 5 actions ou 5 mots-clés ou 5 éléments qui vous ont semblé importants, qui sont revenus aussi peut-être à votre esprit. Vous l'aviez peut-être quelque part au fond de votre mémoire. Et puis là, en entendant la présentation, ça vous est revenu comme une évidence de ce qu'il faudrait mettre en place dans votre entreprise. Donc voilà, retour au chat. Si vous avez la possibilité de pouvoir y mentionner quelques éléments, les actions que vous pouvez conduire dès aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? La liste des idées phares aujourd'hui. La parole est à vous avec le chat. Et si vous avez des questions, eh bien, je peux y répondre ou essayer d'y répondre là, maintenant, ou pour une réponse personnalisée, vous pouvez aussi poser eh bien, vos questions par mail. Donc, la parole est à vous. Alors, ça donne quoi? Vos clients, comme s'ils étaient encore des prospects, la gestion de la crainte des clients et après travailler sur les valeurs et le sens de l'engagement. Voilà, super. Donc voilà, quelques bonnes idées. Communiquer de façon accrue. Un point important, effectivement, la communication, ça doit être vraiment le leitmotiv, être toujours présent pour son équipe, pour ses clients. Anticiper, le marketing relationnel prend du temps à aboutir. Oui, effectivement, 3 à 6 mois pour pouvoir en avoir le résultat. Cultiver l'unicité, c'est important pour trouver des stratégies différenciantes et puis aussi pour aider l'équipe à se positionner par rapport à des services que d'autres pourraient proposer. Prendre du recul et ne pas se laisser embarquer par l'ambiance. Oui, l'ambiance parfois morose. Dans ces circonstances-là, il y a des fois, il est bon de couper un peu les sources d'informations type journaux télévisés ou journaux qui ressassent en boucle les informations négatives. Se souvenir de l'énergie qui nous animait quand on s'est lancé. Oui, voilà, j'aime bien aussi cette façon de voir les choses et de se replacer dans l'énergie et la passion qui nous anime quand on a créé ou qui nous animait quand on a créé cette entreprise. Alors, pour ma part, les 90 jours, analyse des secteurs de nos clients pour faire une analyse des menaces et de l'opportunité. Voilà, très, très bonne orientation. Réunion des associés pour un objectif commun. Voilà, travailler en équipe, c'est effectivement un des éléments clés, ça va être l'objectif commun, donc super, super orientation. Et changer de rythme, car la crise n'est pas un sprint. C'est une bonne façon de voir les choses. Je pense que la crise risque d'être plutôt un marathon. Donc voilà, changer de rythme, on n'aborde pas le marathon, même si c'est sportif, on n'aborde pas le marathon de la même façon. Bon, mais plein de bonnes idées que vous avez retranscrites ici. Merci à vous pour votre partage. Je reste à votre disposition par la suite, comme je le disais, par mail, si vous avez besoin d'informations complémentaires. En tout cas, je vous remercie encore pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bien au plaisir, à très bientôt. Au revoir.